à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous retrouver ici au siège du groupe Les Échos Le Parisien pour poursuivre cette matinée autour d'une thématique qui, vous le savez, nous est très chère, l'environnement. Donc on va parler science, on va parler confiance, on va parler nouveaux imaginaires. Mais avant cela, on avait assez envie de faire le point sur un sujet qui nous semble absolument critique, c'est celui de la désinformation. Et qui de mieux pour le faire que vous, David Chavalarias, vous allez monter et me rejoindre sur scène. Vous êtes mathématicien et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content de participer à cette édition de Médias en scène. Donc, je vais vous parler de recherche que l'on fait au CNRS, notamment donc avec toute une équipe, d'observation de ce qui se passe sur les médias sociaux. On va prendre notamment l'exemple de Twitter, à propos de la désinformation climatique. Alors, juste pour rappeler très rapidement, il n'y a aucun doute qu'il y a une origine anthropique au réchauffement climatique. Et ici, vous voyez la même perspective à 100 ans d'intervalle en Arctique, et à droite, l'évolution des écarts de température. Donc, on est vraiment dans un moment charnière. Valérie Masson-Delmotte en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et néanmoins, on voit que le climato-scepticisme progresse dans l'opinion au niveau mondial, et même surtout en France. Climato-scepticisme, ici, ça va être les personnes qui doutent ou ne croient pas en un réchauffement anthropique climatique, réchauffement climatique anthropique. Donc on va essayer de comprendre cet anachronisme et voir en quoi, notamment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peuvent contribuer à cet anachronisme. Alors, l'une des hypothèses qu'on va explorer maintenant, c'est que la perception du changement climatique est devenue un terrain d'influence et de conquête des esprits en ligne pour un certain nombre d'acteurs, soit internes à la France, soit externes à la France. Et pour cela, on va utiliser un observatoire qu'on a développé au CNRS qui s'appelle le Climatoscope et qui observe depuis 2016 l'ensemble des échanges Twitter en français et en anglais à propos du réchauffement climatique. Et pour vous donner quelques chiffres, en gros, on a à peu près entre 500 000 et 2 millions de tweets climatiques par semaine. Et depuis 2016, on a à peu près un demi-milliard d'échanges comme ça enregistrés qu'on a analysés. Quand on analyse cela, on va avoir une représentation des échanges. Donc ici, c'est les données brutes. On va envoyer juste la petite vidéo qui va vous montrer, illustrer en quoi comportent ces données. Mais en gros, ce que l'on a, c'est qui a écrit quoi, qui a retweeté quoi. Et à partir de ce type d'échange, si on peut mettre le film, justement, à partir de ce type d'échange, on peut reconstituer vraiment les interactions sociales quasiment au jour le jour et voir en quoi, comment cet espace-là se structure en ligne. Et ce que je vous montre là, c'est sur Twitter, mais en fait, la même chose se passe sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. Ici, chaque point correspond à un compte Twitter. Les liens que vous voyez apparaître, c'est des liens de partage d'informations. Chaque pulsation, c'est une semaine. Et là, on voit l'évolution sur plusieurs mois de la structure des débats climatiques en ligne sur Twitter au niveau mondial. Et vous avez une grosse partie en haut qui sont tous les échanges qui, en gros, portent sur les résultats du GIEC, le fait qu'il y a urgence climatique, etc. Donc, on va les appeler les pro-climat. Et en bas, vous avez les climato-dénialistes ou les climato-sceptiques. Et chaque groupe est composé de sous-ensembles de communautés qui sont soit régionales, soit idéologiques. Mais vous voyez qu'ici, on a vraiment une très forte bipolarisation du débat au niveau mondial. Alors, si on peut repasser sur les slides, vous retrouverez cette vidéo en ligne. Maintenant, pour vous expliquer très très rapidement comment on analyse ce genre de matériel, donc on observe des échanges sur Twitter. Donc là, par exemple, Greta Thunberg dit quelque chose, son tweet arrive chez quelqu'un et cette personne peut décider de le retweeter. Donc c'est ce truc ici. Et donc la personne ici qui est abonnée à cette deuxième personne va aussi recevoir le même tweet. Si on observe ça assez longtemps, on va observer en fait des ensembles de personnes qui se retweetent beaucoup plus les unes les autres qu'elles ne retweetent l'extérieur. Donc c'est un petit peu comme si on observait une grande cour d'école et on voit les copains qui se retrouvent toujours à la récré. Et donc on peut comme ça identifier mathématiquement des groupes de comptes
dont on montre en fait qu'ils sont après alignés idéologiquement. En gros, ils vont diffuser des messages très très similaires concernant le changement climatique. Et si on fait ça donc à l'échelle des échanges climatiques mondiaux, on a ce genre de représentation où on a à nouveau donc une bipolarisation avec à gauche tous les comptes qui partagent la position du GIEC et à droite les climato-dénialistes. Et la question qu'on va se poser, c'est pas tant comment les climato-dénialistes, est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou faux, mais comment ils font pour se structurer en communauté et faire passer leur message. Donc on a analysé ça avec les outils du CNRS et on a aussi analysé l'évolution temporelle de la représentation du groupe climato-dénialiste par rapport au groupe pro-climat sur Twitter. Donc ici vous avez tous les pro-climat jour par jour depuis 2021 et ici en bas les climato-dénialistes en termes de volume d'activité, de nombre d'utilisateurs. Et on voit qu'il y a plusieurs pics ici, mais surtout qu'il va y avoir plusieurs événements assez récents. Ici, en juillet 2022, vous voyez que la proportion moyenne de climato-dénialistes augmente énormément. Et puis un deuxième événement, ici, ça c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, où là, il y a un effondrement en fait, de la participation des pro-climat sur ce réseau-là. Donc on va analyser ces deux événements pour voir en quoi ça a changé les rapports de force sur ce réseau. Donc encore une fois, on va se poser la question ici de comment fait ce groupe-là pour se maintenir, pour être aussi gros, sachant que en gros, en moyenne, c'était un quart à un tiers de la population qui parlait du climat sur Twitter jusqu'à peu près 2022, et que maintenant, c'est passé à 50%. Alors, très rapidement, ça vous le retrouverez dans un rapport qu'on a publié récemment, où on détaille ces résultats, mais il y a plusieurs caractéristiques des climato-dénialistes qui ne sont pas partagées par les pro-climat. D'une part, c'est des comptes qui sont suractifs, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus tweeter que les autres en moyenne, et ils vont avoir une grande longévité, c'est-à-dire qu'ils vont être là longtemps sur le réseau. La deuxième, c'est qu'ils ont une multi-expertise inauthentique. C'est des comptes qui vont parler de tout, alors que de l'autre côté pro-climat, on a une expertise plutôt authentique, c'est-à-dire que le spécialiste des océans va parler quand on parle des océans dans les médias, etc., ou le spécialiste des feux de forêt va intervenir quand il y a des feux de forêt en Australie. Côté pro-climat, il parle de tout le temps. C'est des toutologues. On peut repérer de l'incohérence du discours, c'est-à-dire qu'un même compte va dire un jour qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, un mois plus tard qu'il y en a mais que ce n'est pas l'homme, deux mois plus tard que c'est l'homme mais qu'on peut rien y faire, donc toutes les mesures ne servent à rien, etc. etc. On montre aussi, en utilisant donc, des outils d'IA ou de statistiques, que quand on analyse le discours de ces climato-sceptiques, ils sont beaucoup plus toxiques que les autres, au sens où ils utilisent plus d'injures, plus d'attaques personnelles. Donc c'est vraiment une manière de s'exprimer qui est très spécifique. Et notamment, ils attaquent énormément les scientifiques du climat depuis, et ça a augmenté beaucoup récemment. On peut aussi identifier une planification de la désinformation. Par exemple, tous les lundis, pendant 2 mois, on va dire que le CO2, c'est bon pour les plantes. Et on voit des pics d'activité tous les lundis de comptes qui vont dire ça. Et par ailleurs, il y a des pratiques d'astroturfing, c'est-à-dire l'amplification artificielle d'une présence via des robots ou des personnes payées pour poster certains contenus. Et donc, ce que l'on montre, c'est qu'au niveau mondial, il y a plus 71% de comportements dits inauthentiques, qu'on peut aussi analyser, repérer en fait, avec des outils de machine learning. Et en France, c'est plus 180%. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que, en fait, ici, vous avez l'évolution depuis 2021. Vous voyez, ça, c'est le proportion de comportements inauthentiques qui reste assez faible, mais qui est quand même significative chez les climato-dénialistes. Et à partir de février 2022, ça augmente de manière linéaire et très fortement. Alors, on va voir à quoi ils utilisent ce type de robots ou de comportements inauthentiques. Mais là, vous avez clairement une rupture à partir de février 2022, aussi début de la guerre en Ukraine, dans ce qui se passe en ligne au niveau du climat. Donc maintenant, on va faire un zoom sur ce qui se passe en France, parce qu'en fait, la France est un outlier, comme je le disais tout à l'heure, plus 8% de climato-dénialisme en 1 an, ce qui est énorme. Et donc les groupes français, dans cette carte-là, se trouvent ici pour les pro-climat et ici pour les dénialistes. Si on zoome et qu'on reconstruit le même réseau en France, on a donc... excusez-moi, voilà. On a donc le même schéma, donc une carte comme ça, donc chaque point représente un compte Twitter, les petits liens, c'est des liens de retweet. On a des communautés ici qui apparaissent, donc ici vous avez la communauté qui défend la sobriété, la communauté GIEC, les médias, et ici ce sont les dénialistes, et là vous avez 2 autres groupes technosolutionnistes et le gouvernement, et on veut plus analyser ce qui s'est passé dans ce groupe-là qui a vraiment explosé en 2022, donc à ce moment-là.
Alors, déjà au niveau mondial, on va analyser ce pic-là, qui est un truc anormal qui s'est passé donc, dans les données. Alors, la première chose, c'est que quand on regarde la même chose en France, on voit qu'il y a l'évolution, ça c'est le nombre d'utilisateurs par jour par catégorie. Donc ici, par exemple, le nombre de dénialistes en France sur le réseau Twitter, vous voyez qu'il y a une explosion ici en juillet 2022, ici on est à l'été 2022, qu'il y a une espèce d'activité cyclique généralement du discours sur le climat qui va correspondre aux COP et aux événements de l'été, mais que là, il y a quelque chose de complètement anormal qui se passe en 2022, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de la propre présence des climato-dénialistes, et contrairement à l'activité cyclique ici, en fait, elle continue, c'est-à-dire qu'ils restent en ligne, donc ils continuent à avoir une communauté très très forte et très présente en ligne. Donc si on continue à analyser un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé notamment en juillet 2022, là où ça a explosé. Alors déjà au niveau du climat, il y avait une grosse vague de chaleur et dans les médias et dans les milieux militants, on insistait sur son lien avec le réchauffement climatique. Là, vous avez le tweet le plus retweeté le 18 juillet, donc il y avait cette carte de l'Europe très inquiétante avec les températures extrêmes. Et 3 jours plus tard, on a eu cet événement-là. Donc cette vidéo qui s'est mise à circuler d'abord côté américain et puis après un petit peu partout, qui indiquait en substance, maintenant que le Covid, l'épidémie de Covid est terminée, vous verrez le prochain outil pour contrôler les populations, ça va être le climat. Et donc cette vidéo-là, qui est en fait une vidéo tournée soi-disant en caméra cachée, qui a été produite par le think tank d'extrême droite Project Veritas aux États-Unis, bien qu'elle existât depuis quelques mois en ligne, il y a eu une opération pour la rendre visible exactement le 20 juillet 2022. Tout d'un coup, vous avez eu à peu près 40 à 50 000 comptes qui se sont mis à la produire. Et en fait, donc, vous voyez, ça c'est l'explosion du nombre de posts de cette vidéo en ligne. Donc ça, c'est journalier. Et en fait, en analysant les comptes qui ont posté ça, on peut voir que quasiment la moitié, c'était des robots, notamment parce que si vous regardez la date de création de ces comptes, il y a un gros pic en avril 2024. Donc une grosse partie de ces comptes-là qui sont intervenus en juillet 2022 avaient été créés en avril 2024, donc dans la perspective d'influencer et de faire de l'astroturfing. Si on regarde maintenant où étaient ces comptes dont on a identifié qu'ils étaient des robots et qui ont amorcé cette pompe à désinformation à ce moment-là, dans cette carte-là, eh bien, on va voir qu'ils sont essentiellement localisés ici. Ça, c'est la même carte, mais j'ai retenu juste les comptes qui avaient diffusé cette information. Alors là, sur cette carte-là, vous pouvez voir deux choses différentes. La première, c'est que les comptes qui ont diffusé cette désinformation et cette théorie complotiste étaient très bien distribués dans la partie, la twittosphère climato-sceptique. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient déjà là et avaient déjà fait des contacts avec tout l'écosystème pour être là et diffuser les choses. Et puis qu'ils ont eu du renfort d'un certain nombre de comptes qui, eux, n'étaient pas du tout connectés avec le reste et qui sont venus amplifier. Ça a donné ça, évidemment. Après, ça a donné l'explosion de cette information ou des informations. Et à quoi ça sert? Alors, ça sert d'une part à pousser un narratif auprès des gens auxquels ils sont connectés, mais vous voyez qu'ils sont connectés essentiellement en fait du côté des climato-sceptiques. Donc, en fait, ils prêchent des convaincus. Mais ça sert aussi à rentrer dans les tendances. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que ce genre d'activité permet de tromper les algorithmes de recommandation. Donc, par exemple, dans Twitter, il y a les pour vous, et donc de faire rentrer en hashtag tendance, par exemple, CNN Expose, qui était le hashtag de cette opération-là. Et donc, à partir du moment où vous rentrez dans les tendances, vous faites deux choses. D'une part, vous êtes recommandé à l'ensemble des utilisateurs Twitter, donc c'est plusieurs millions contre votre chambre d'écho qui va faire plutôt quelques dizaines de milliers. Et par ailleurs, vous attirez l'attention des journalistes qui vont éventuellement reprendre la nouvelle par la suite. Cette opération avait été préparée bien avant, puisqu'on a des traces dès janvier 2022, donc 6 mois avant. On a annoncé qu'il y avait un truc qui allait sortir sur un complot mondial utilisant le climat, donc c'est vraiment très organisé. Et ça a été relayé notamment en France par ce compte-là, Elpis. Donc Elpis a été un des premiers à prévenir qu'il y allait avoir cette vidéo-là. Et quand on zoome sur qui est Elpis, eh bien, on va avoir un peu des indications d'où viennent cette nouvelle vague climato-dénialiste de juillet 2022. Donc Elpis, c'est un compte qui est anonyme, qui a été dormant depuis 2012, qui se décrit comme Climate Science Research indépendant et climate réaliste.
qui publie à peu près 10 à 20 tweets par jour de désinformation climatique jusqu'en septembre. Il s'est arrêté en septembre, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il a été repéré. Et il était, bien sûr, fausse photo, un profil VK, donc le Facebook Russe, en 2012, qu'il a effacé par la suite. Mais si on regarde comment il est connecté au niveau mondial, en fait, c'est un compte qui fait ça, c'est tous ses seconds voisins dans le climatoscope, donc au niveau mondial, donc les gens qui sont connectés aux gens qui sont connectés à Elpis. Et vous voyez qu'il y a deux grandes communautés. Ça, c'est la communauté française, qui est plutôt la complotiste, tendance un peu extrême droite, et qui s'est structurée notamment pendant la pandémie. Et ici, vous avez la communauté anglo-saxonne, vraiment climato-dénialiste. Et Elpis est l'un des comptes qui fait la traduction entre ces deux espaces-là. Donc vous retrouvez tout ça dans cette étude-là. Par ailleurs, c'est un compte qui, quand vous regardez son historique, oui, je vais me dépêcher, j'ai bientôt fini. Quand vous regardez son historique, vous voyez que avant d'être climato-sceptique et de parler que du climat, il était biostatisticien, il ne parlait que des vaccins, avec un petit passage ici où il a commencé à relayer la propagande russe, les biolabs, etc., etc. Donc vous avez un compte qui est totalement opportuniste. Et maintenant, on peut croiser et se demander justement pourquoi on a tous ces antivax qui sont devenus... Enfin, est-ce que vraiment ces antivax sont devenus maintenant des climato-dénialistes? Donc on va croiser ces études parce qu'on a la même étude sur le climat, la politique et les vaccins. Et donc en croisant cela, en croisant donc les deux représentations, on montre que, en gros, les climato-dénialistes se projettent quasiment exactement sur les antivax dans ce genre d'analyse, de même que les pro-climat se projettent sur ceux qui relayaient l'information fiable sur le vaccin. Que si on fait la même chose côté politique, eh bien, les climato-dénialistes français d'aujourd'hui se projettent sur la communauté UPR, les patriotes, qui est en fait celle qui s'est structurée pendant la pandémie. Et donc, en fait, là, ce que l'on voit, c'est que la pandémie a créé un terrain très, très favorable à toutes les théories de remise en cause du système, remise en cause de l'establishment et complotisme. Et par ailleurs, parmi les dénialistes, on a vu que 60% des comptes qui constituent le cœur du climato-dénialisme ont relayé la propagande russe. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, donc il faut penser que peut-être derrière, il y a aussi donc, ce spectre d'une guerre hybride avec la Russie. On sait que la Russie est spécialiste de ce genre de désinformation, avec un espèce de méta-narratif qu'on a vu à la fois sur les gilets jaunes, à la fois sur les pandémies et sur le climat, qui est une opposition élite-peuple, plus une polarisation, un alignement des valeurs, c'est-à-dire si vous êtes anti-vax, vous êtes aussi dénialiste, vous êtes aussi, etc., etc., et une instrumentalisation du concept de liberté. Et si le concept de liberté est repris par ce genre de mouvement, ça c'est vraiment très grave pour la démocratie. Et donc la conjecture c'est une conjecture, j'ai pas mal d'indices, mais j'ai pas de preuves très rigoureuses de cela, c'est qu'il y a vraiment que le terrain du réchauffement climatique, est devenu, excusez-moi, c'est un petit dispute, est devenu un terrain de clivage. Et donc, en gros, c'est un nouveau front de division et de décomposition sociale au niveau France et même au niveau mondial. Et donc, on va avoir de l'exaspération des identités dans les deux sens. Voilà. X sera au cœur de cette désinformation pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de propagande russe dessus. Musk l'a racheté pour faire une guerre culturelle et par ailleurs lui-même participe aux complotistes. Et pour finir, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faut bien prendre conscience que sur ce genre de médias, par design, l'information fiable est défavorisée. C'est-à-dire qu'on peut montrer, ça c'est des études récentes qu'on a faites, que Twitter favorise les informations hostiles et négatives dans la diffusion, le processus de diffusion même, et que donc, en gros, il faut bien choisir son média quand vous choisissez de diffuser vos informations, parce que sur certains médias comme X, en fait, vous êtes à contre-courant. Vous attirez une audience qui va après aller vers ce genre de courant climato-sceptique, etc. Voilà, j'ai déjà été trop long, donc je vais m'arrêter là.